Merci d'être avec nous sur HAL 24 News, au sommaire de l'actualité de ce lundi 24 avril. Au Burkina Faso, une soixantaine de personnes tuées dans une localité du nord du pays par des hommes arborant des tenues de l'armée nationale. Une enquête est ouverte. Au Soudan, la situation est toujours aussi chaotique. Au 10e jour des affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide, contraignant plusieurs pays à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique. Reprise des violences en Palestine occupée, les forces d'occupation sionistes procèdent à l'arrestation de 15 Palestiniens en Cisjordanie et prennent d'assaut le camp de réfugiés de Daïcha à Bethléem. Attendu au siège des Nations Unies à New York ce lundi, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, exprime la colère de Moscou après le refus des États-Unis de délivrer des visas à des journalistes russes. Bonjour à tous. Et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectuera une visite d'État en France à la deuxième moitié du mois de juin. Cela a été abordé lors d'un entretien téléphonique entre le président algérien et son homologue français Emmanuel Macron. Ainsi, les deux présidents ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, y compris d'État, sachant que les équipes des deux pays poursuivent le travail pour en assurer le succès. Lors de cet entretien, Emmanuel Macron a également présenté au président algérien ainsi qu'au peuple algérien ses vœux à l'occasion de Eid el-Fitr. L'Algérie a condamné fermement les attaques terroristes dans la zone de Sévaré, dans la région de Mopti, au centre du Mali, ayant fait plusieurs victimes parmi les soldats et civils maliens. Par ailleurs, l'Algérie a assuré le peuple et le gouvernement malien de sa solidarité et de son ferme soutien dans sa lutte contre le terrorisme et réitéré une fois de plus son appel au renforcement des efforts pour l'éradication de ce fléau abject qui continue d'impacter négativement la paix, la sécurité et le développement dans le continent. Je vous le disais en titre, une soixantaine de personnes ont été tuées jeudi dans une localité du nord du Burkina Faso par des hommes arborant des tenues de l'armée nationale. C'est ce qu'a annoncé hier soir le procureur de Ouaïgouya au nord en annonçant l'ouverture d'une enquête. Ce massacre est intervenu une semaine après la mort de 6 soldats et 34 supplétifs de l'armée tués lors d'une attaque de terroristes présumés près du village Aorema à une quinzaine de kilomètres de Ouaïgouya. Situation toujours aussi chaotique au Soudan, au 10e jour des affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Tirs et explosifs continuent de secouer Khartoum, causant d'imposants nuages de fumée et des paysages de désolation, comme vous pouvez le voir sur ces images qui nous parviennent des environs de la capitale. Les violences principalement dans la capitale et au Darfour, dans l'ouest du pays, ont fait jusque-là, selon l'OMS, plus de 420 morts et 3700 blessés. Et ces combats meurtriers ont contraint plusieurs pays à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique. Certaines missions ont été déjà effectuées, d'autres sont en cours. Neila Hamouda. Les partis en conflit au Soudan continuent de s'entre-déchirer pour le 10e jour consécutif. La situation humanitaire s'enlise davantage. Plusieurs pays ont commencé à évacuer leurs ressortissants et leur personnel diplomatique. Des opérations souvent dangereuses à cause des affrontements en cours. Les capitales occidentales ont décidé d'intensifier les opérations de rapatriement. 2 avions militaires français ont atterri dimanche à Djibouti, avec au total 200 évacués français et étrangers.
Le même jour, l'Italie a évacué tous ses ressortissants. De même, plus de 300 personnes, dont des Allemandes et de différentes nationalités, ont été évacuées en Jordanie. Au total, plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne évacués, selon le chef de la diplomatie européenne. Une opération réussie mais complexe. De nombreux citoyens de l'Union européenne et d'autres sont déjà hors du Soudan. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact. Plus de 1000 personnes à coup sûr. J'ai discuté avec les 2 généraux soudanais et je peux vous dire que nous ne pouvons pas nous permettre d'abandonner le Soudan, un pays très peuplé. Son implosion provoquera une onde de choc. Idem pour le Royaume-Uni qui a mis à l'abri tous ses diplomates et leurs familles. Le président américain Joe Biden a précisé que l'armée avait mené une opération héliportée sur ses ordres pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum, toujours via Djibouti. L'Arabie saoudite, premier pays arabe à avoir évacué du Soudan 91 de ses citoyens et environ 66 ressortissants de 12 autres pays de la région. La Jordanie, l'Irak, l'Égypte ou encore le Liban ont emboîté le pas. D'autres pays comme l'Indonésie et la Turquie ont annoncé l'évacuation de leurs ressortissants, des rapatriements qui ne se font pas sans difficulté. Selon l'ambassade de Turquie à Khartoum, l'évacuation du quartier Kafuri a été reportée jusqu'à nouvel ordre à cause d'une explosion dimanche près d'un lieu de rassemblement. La fuite des étrangers inquiète les Soudanais. Les 2 protagonistes du conflit campent sur leur position. Ils n'ont exprimé aucun désir de négociation ni de cessez-le-feu. Focus dans ce journal sur cette profonde division qui anime la scène politique ibérique. Dans un entretien accordé au journal El Espagnol, le ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Álvarez a tenté de justifier la volte-face du chef du gouvernement Pedro Sánchez sur le dossier de la décolonisation du Sahara occidental. Les relations avec les pays du Maghreb et la tendance expansionniste du régime marocain inquiètent et divisent l'opinion publique espagnole. Le point avec Sofiane Barodi. Beaucoup d'éléments augurent d'une division profonde dans le champ politique et dans l'opinion publique espagnole autour de la ligne diplomatique de Madrid. Dans un long entretien médiatique, le chef de la diplomatie espagnole José Manuel Álvarez a tenté de justifier le changement de posture du chef du gouvernement Pedro Sánchez sur la décolonisation du Sahara occidental, tâche historique incombant à Madrid. Une levée de bouclier au sein même de la coalition au pouvoir, en l'occurrence de la formation Unidas Podemos, avait accusé la Moncloa de trahison à l'égard du peuple sahraoui et continue de reprocher à Sánchez un désengagement des responsabilités internationales de l'Espagne. Álvarez a également accusé le chef de l'opposition Alberto Núñez Feijóo d'arborer des positions dangereuses relativement à la politique étrangère du pays. Feijóo, leader du Parti populaire, à l'instar d'autres leaders de l'opposition, a critiqué virulemment le rapprochement entre Rabat et Madrid, qui menacerait les intérêts stratégiques de l'Espagne dans la région. Le PP, principale formation d'opposition, estime que le parti au pouvoir arbore une politique qui menace les intérêts vitaux de l'État espagnol, surtout dans une conjoncture de crise énergétique, d'instabilité économique et du retour des conflits de haute intensité sur le vieux continent. À ce propos, Álvarez a également considéré que les propos de la seconde vice-présidente, Yolanda Díaz, étaient des opinions personnelles. Pour rappel, la ministre du Travail avait déclaré à la Sexta que le Royaume du Maroc était un régime dictatorial, comme elle a clairement pris ses distances avec le changement de position du gouvernement Sánchez sur le Sahara occidental, dont elle soutient le droit à l'autodétermination. Díaz, qui a récemment lancé une nouvelle formation politique, baptisée Sumar, est en liste pour les prochaines élections générales, représentant clairement l'émergence d'un nouveau pôle d'opposition à la gauche du PSOE, avec pour ambition, je cite, de faire de la politique autrement. Les accusations pleuvent donc sur Sánchez, qui aurait été, selon les propos de plusieurs observateurs, victime d'une politique de chantage exercée par le Royaume marocain. On cause l'affaire d'espionnage qui a ciblé le chef du gouvernement et d'autres hauts fonctionnaires espagnols, ou encore la pression via l'utilisation à outrance de la carte migratoire. Des responsables politiques des îles Baléares et des îles Canaries ont à plusieurs reprises réitéré leur soutien à la cause du peuple sahraoui et tiré la sonnette d'alarme en exprimant leur inquiétude quant à la politique belliciste menée par Rabat. À ce propos, El Independiente a consacré un article à l'expansionnisme marocain, phénomène politique représentant un danger pour la stabilité régionale. Cette tendance du régime d'occupation marocain, en plus d'être une véritable menace sécuritaire pour les pays de la région, est une violation claire des traités internationaux et continentaux relatifs au respect des frontières.
Je vous en parlais en titre, reprise des violences au Proche-Orient. Les forces d'occupation sionistes ont procédé ce lundi à l'arrestation de 15 Palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. Leurs maisons ont été par ailleurs perquisitionnées et saccagées. Les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut également le camp de réfugiés de Daïcha au sud de Beit Lahm et ont pillé une des habitations, notamment celle du journaliste Oussama Al-Aïssa. Par ailleurs, des dizaines de colons ont pris d'assaut ce lundi les cours de la mosquée Al-Aqsa sous la protection des forces de l'occupation sioniste qui se sont introduits dans la mosquée du côté de Bab al-Rahma. Les colons ont intensifié leurs incursions à Al-Aqsa depuis ce matin. L'OCI a condamné avec force ces agressions continues contre la mosquée sainte. Je vous en parlais en titre, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est attendu ces lundis et mardis au siège des Nations Unies à New York, où il doit s'entretenir notamment aujourd'hui avec le chef de l'ONU, Antonio Guterres, avant de présider une session de débat sur le Moyen-Orient. Sa dernière visite aux Nations Unies remonte à septembre dernier, lors de l'Assemblée générale. Moscou ne pardonnera pas aux États-Unis leur refus de délivrer des visas aux journalistes russes accompagnant le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, à l'ONU. Le ministre russe des Affaires étrangères s'est exprimé sur ce sujet avant son départ pour New York. Un pays qui se dit le pays le plus fort et leader, le plus intelligent, le plus libre et le plus juste, s'est dégonflé et a fait quelque chose de stupide en montrant ce que valent vraiment ses assurances sur la protection de la liberté d'expression et de l'accès à l'information. Nous travaillons pour vous, on déploie plus d'efforts pour apporter la vérité à la communauté internationale et au grand public. Les dépenses militaires en Europe, qui ont atteint 480 milliards de dollars en 2022, ont dépassé leur niveau de la fin de la guerre froide. C'est ce qu'a révélé un rapport de référence publié ce lundi. Cette progression record depuis plus de 3 décennies a été dopée par le conflit russo-ukrainien. Autre conséquence de ce conflit, la crise céréalière, l'arrêt total des exportations vers la Russie qui serait débattu au sein du G7 mettrait en danger l'accord céréalier. Selon Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Moscou pourrait s'en retirer en réponse à l'élargissement des restrictions occidentales. Le point avec Mohamed Wali Ben Shaban. En dépit d'un accord trouvé pour la prolongation des exportations de céréales ukrainiennes de la mer Noire, les tensions restent vives autour de cette initiative. Les pays du G7 réclament l'application pleine et entière de l'accord. Face au chantage et en réponse à l'élargissement des restrictions occidentales, Moscou menace de suspendre l'accord si les ventes de produits agricoles russes restent sous embargo. L'idée d'interdire toute exportation de marchandises vers la Russie, qui se fait entendre au sein du G7, recevra une réponse systématique qui mettra fin à l'accord céréalier. Cette initiative est merveilleuse par défaut, car elle implique également un contre-arrêt des importations des biens de notre pays, dans les catégories les plus sensibles pour le G7. Dans ce cas, l'accord céréalier et bien plus dont ils ont besoin prendra fin pour eux. Face à cette situation, les Occidentaux se sont mis d'accord pour être en désaccord. Malgré une batterie de sanctions imposées contre la Russie, la liste des pays qui interdisent l'importation des céréales ukrainiennes s'allonge encore. La Slovaquie a rejoint la Pologne et la Hongrie, tandis que la Bulgarie a annoncé qu'elle allait élargir le périmètre de ces sanctions à 10 autres types de produits alimentaires. Cette décision est justifiée par une baisse des prix des céréales sur leur marché intérieur. Une décision d'interdire l'importation qui a suscité l'ire de l'Union européenne, seul maître à bord s'agissant de la politique commerciale du vieux continent.
Allez, du sport avant de terminer cette édition. Parlant football, en Coupe de la Confédération, l'USM Alger a réalisé une bonne opération hier soir. Les hommes de Abdelhak Benchira se sont imposés face au Phare de Rabat, 2-0 pour le compte de la manche allée des quarts de finale. Au stade olympique du 5 juillet, les Rouges et Noirs ont dominé la partie. Radouani a donné l'avantage à l'USMA à la 44e minute et à la deuxième période, l'international algérien Zinedine Belaïd a marqué le deuxième but du match. C'était un match entre deux équipes qui se connaissent. Il y a eu une guerre tactique sur la pelouse entre les deux équipes. On a essayé de verrouiller le jeu, notamment bloquer les clés du jeu adverse. Reda Slim, le joueur numéro 7. Joueur numéro 27, Hamouden, et Zakaria Fati, joueur numéro 10. Et on a imposé notre jeu. Les joueurs ont produit un match correct, très discipliné tactiquement. Dieu nous a donné de la force. Nous avons marqué un but par mi-temps, ce qui est important et satisfaisant. Un but par mi-temps, qui est حاجة مهمة بزاف. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.